Dans cette vidéo, nous allons parler d'une famille particulière de complexes, des complexes qui font partie du cercle unité U et que nous allons rencontrer assez souvent dans ce chapitre. Il va s'agir de ce que l'on appelle les racines énièmes. Donnons donc leur définition. Si nous prenons un complexe Z et un entier naturel non nul petit n, on va appeler racine énième de Z tout complexe petit t tel que t puissance n est égal à Z. Dans le cas particulier où Z est égal à 1, les racines énièmes de 1 sont appelées racines énièmes de l'unité, et leur ensemble est noté UN avec le même U que pour l'ensemble des complexes de module 1, et un petit n en indice pour rappeler qu'il s'agit des racines énièmes. Alors nous pouvons commencer par donner quelques exemples très simples. Si nous voulons calculer les racines carrées, autrement dit les racines deuxièmes de 1, qui vont donc former l'ensemble U2, nous allons le montrer un peu plus tard, mais nous savons déjà plus ou moins que parmi les complexes, il n'y en a que deux, 1 et moins 1. Il n'y a que 1 au carré et moins 1 au carré qui sont égaux à 1 parmi les complexes. Il y a donc deux racines carrées pour 1. Si maintenant nous cherchons à calculer les racines carrées de moins 1, alors nous savons qu'il y a i et il y a également moins i. Ce sont les deux seuls. Alors avant d'aller plus loin, il faut réellement voir ce qu'il se passe chez les réels et chez les complexes. En effet, la définition précédente peut tout à fait s'adapter pour des réels. Nous pouvons appeler racine énième d'un réel z tout réel t tel que t puissance n est égal à z. Donc nous pouvons garder, c'est d'ailleurs quelque chose de très fréquent, la même définition dans R. Alors ce que nous voyons, c'est que 1 a aussi deux racines carrées réelles. Et nous pouvons d'ailleurs garder les mêmes. Ce sont les mêmes, 1 et moins 1. Maintenant, il est vrai que lorsque l'on parle de la racine carrée de 1, c'est sous-entendu que c'est 1, et on ne pose souvent pas que moins 1 est la racine carrée de 1, en fait jamais même. Mais il y a deux racines carrées, on dit bien que 1 et moins 1 sont des racines carrées, mais parmi ces deux racines carrées, on en privilégie une, qui est la racine carrée positive, et on va l'appeler la racine carrée de 1. À partir du moment où cette racine carrée de 1 est définie de manière unique, nous avons une notation, racine de 1 égale 1. En mathématiques, quasiment tout le temps, il n'y aura que très peu d'exceptions. Lorsque l'on introduit une notation pour un objet, c'est que cet objet est unique. Donc comment faire lorsqu'un réel a deux racines carrées? Eh bien, on garde celle qui est positive et on l'appelle la racine carrée. La deuxième est négative et elle peut s'appeler une racine carrée, mais ce n'est pas celle que l'on privilégie. Alors si l'on regarde de manière générale dans R, si nous prenons un réel x, nous savons que si x est strictement positif, il a deux racines carrées. Si x est nul, il n'en a qu'une, puisque il n'y a que 0 à la puissance n qui est égal à 0. Alors ici n n'est pas nul. Et si x est strictement négatif, il n'en a pas. Il n'y a aucune racine carrée. Donc nous voyons déjà qu'il y a une différence importante entre les racines carrées complexes et les racines carrées réelles. Un réel peut très bien n'avoir aucune racine carrée. Par contre, un complexe, nous allons le montrer tout à l'heure, à part 0, un complexe a toujours deux racines carrées. En tout cas, nous voyons déjà que moins 1 a deux racines carrées complexes, mais il n'a aucune racine carrée réelle. Si nous regardons maintenant les racines cubiques, autrement dit les racines troisièmes. Cette fois-ci, il se trouve que la fonction qui a x associe x cube est une bijection de R dans R. Ce qui n'est pas le cas de la fonction carrée. C'est pour cela que les réels x n'ont pas toujours deux racines carrées. Par contre, comme la fonction cube est une bijection de R dans R, alors tout réel x a une et une seule racine cubique réelle. Et cela aussi, c'est très différent de ce qu'il se passe dans C. Donc pour les racines cubiques, si nous regardons ici dans R, nous avons ce résultat, mais dans C, le résultat est très différent. Par exemple, si nous prenons exponentielle i de pi sur 3 et que nous le mettons au cube, nous voyons que nous obtenons 1. Et d'ailleurs, exponentielle de moins i de pi sur 3 au cube est lui aussi égal à 1, de même bien sûr que 1 au cube. Donc 1 a 3 racines cubiques complexes,
mais il n'a qu'une racine cubique réelle. Alors nous le montrerons également plus tard, mais U3 est bien constitué des 3 racines cubiques que nous venons de donner là, il n'y en a pas d'autres. Alors ce que nous allons montrer par la suite, c'est nous allons déjà apprendre à déterminer toutes les racines énièmes de 1 et après d'un complexe quelconque. Et nous allons voir que si le complexe n'est pas nul, tout complexe non nul a toujours exactement n racines énièmes, ce qui est un résultat très simple. Donc comme je le dis souvent, chez les complexes, c'est simple. Chez les réels, la situation est beaucoup plus compliquée, nous en reparlerons après, mais nous avons déjà vu que dans le cas des racines carrées, un réel, même non nul, n'a pas toujours le même nombre de racines carrées, donc la situation est plus compliquée. Donc le théorème 2,4,3 va nous donner toutes les racines énièmes des complexes. Le premier point est simple, je ne le démontrerai pas. 0 n'a qu'une racine énième, c'est 0. Ensuite, l'ensemble des racines énièmes de l'unité, c'est l'ensemble de tous les complexes de la forme exponentielle i de k pi sur n, quand k parcourt 0,1. Donc nous voyons qu'il y en a bien n, puisque de 0 à n-1 il y a n entier, et nous remarquons aussi que cet ensemble est bien inclus dans U. C'est pour cela qu'il se note U indice n. Enfin, pour le cas général, si Z est un complexe non nul, nous allons l'écrire sous forme trigonométrique, Z égale R exponentielle Iθ. Alors nous remarquons que le complexe petit t égale la racine énième de petit r fois exponentielle Iθ sur n est une racine énième de Z. Il est simple de voir qu'en le mettant à la puissance n, nous obtenons bien Z. Alors l'ensemble des racines énièmes de Z s'obtient à partir de cette seule racine que nous avons. Il suffit de la multiplier par toutes les racines énièmes de l'unité. Donc l'ensemble des racines énièmes de Z, c'est t fois oméga quand oméga parcourt un, ou encore, si l'on détaille tout, r puissance 1 sur n fois exponentielle de i θ sur n plus 2 k pi sur n, lorsque k parcourt 0n-1. Et là aussi, nous pouvons montrer que tous les éléments de cet ensemble sont de Z distincts, il y en a donc exactement n. Avant d'attaquer la démonstration de ce théorème, je voudrais faire 2 remarques. Tout d'abord, un avertissement. Nous voyons, même si nous allons le montrer qu'après, mais nous voyons qu'un complexe Z non nul a toujours n racines énièmes. Il n'en a donc pas qu'une. Il n'y a donc absolument pas unicité des racines énièmes, et de plus, contrairement au cas des racines réelles où il y en a toujours une ou deux, et en tout cas il y en a toujours une positive ou négative et on peut en privilégier une que l'on appellera la racine énième, et bien dans le cas des complexes, toutes ces racines, nous allons après les placer dans le plan, mais nous voyons qu'il n'y a pas réellement de méthode intéressante d'en privilégier une. Et donc nous ne parlerons jamais de la racine énième d'un complexe. C'est pourquoi la notation le symbole racine que nous connaissons pour les réels, avec un petit n pour mentionner la racine énième, il est interdit de mettre en dessous un complexe. Cette notation a un sens si Z est réel, elle n'a aucun sens si Z est complexe. Alors pour les réels, tout simplement, je ne rentrerai pas dans le détail ici, nous pourrons le faire en cours. Nous voyons que si nous regardons la fonction qui a x associe x puissance n, si n est impair, c'est une bijection de R dans R, donc tous les réels ont une unique racine énième, qui va se noter avec le symbole que je viens de barrer ici pour les complexes. Dans le cas où n est un entier pair, il n'y a que les réels positifs qui ont une racine énième. En fait, ils en ont même deux, une qui est positive, une qui est négative. Alors c'est celle qui est positive qui est appelée la racine énième et qui est notée comme nous venons de le voir. Dans le cas des réels négatifs, ils n'ont pas de racine énième lorsque n est pair. J'insiste, il est absolument interdit d'écrire un complexe sous le symbole racine et vous serez sanctionné si cela arrive. Maintenant, il existe des pays où cela est toléré et ce symbole ne signifie plus la même chose qu'en France, que dans d'autres pays. Lorsque nous écrivons un complexe sous ce symbole racine, cela signifie une racine énième, n'importe laquelle, mais c'est un symbole qui n'est pas toujours utilisé, en tout cas au programme de MPSI, au programme de prépa en France, il est absolument interdit de l'utiliser. Ensuite, géométriquement, nous remarquons que les racines énièmes de l'unité sont déjà toujours sur le cercle unité puisqu'elles sont de module 1, et de plus, lorsque nous en prenons deux consécutives, l'angle au centre en L2 est toujours égal à 2 k pi sur n. Donc pour faire un schéma pas très joli mais rapide, si je prends deux racines complexes
deux racines énièmes de l'unité consécutives, entre les deux, il y a toujours le même angle qui va être égal à 2π sur n. D'accord? Puisque la première racine de l'unité, racine énième, ce sera 1 qui va être là, puis ensuite exponentielle i 2π sur n, puis 4π sur n, 6π sur n, 8π sur n, 10π sur n, etc. Puisque ce sont les deux kπ sur n quand k prend les valeurs 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc comme il y a toujours le même angle entre tous ces points et qu'ils sont sur le cercle unité, alors le polygone qui passe par tous ces sommets est nécessairement un polygone régulier. D'accord? Inscrit dans le cercle unité. C'est un n-gone régulier à n côtés. Donc en particulier, pour n égale 3, c'est un triangle, pour n égale 4, c'est un carré, et nous avons donc la figure suivante. Donc vous avez sur cette figure, suivant les différentes couleurs, les racines énièmes de l'unité pour différentes valeurs de n. Alors pour n égale 2, nous avons vu qu'il n'y a que 1 et moins 1, donc ça n'est pas représenté ici de manière particulière. En tout cas, en bleu foncé, vous avez le cas où n est égal à 3. Il y a donc 1, J, alors J c'est une notation qui est nouvelle pour vous, J c'est le complexe exponentiel I 2π sur 3. Alors attention, en physique, I c'est l'intensité, donc le I complexe ne s'appelle pas I, il s'appelle J. En maths, I c'est le I complexe et J c'est ce complexe-là. EI 2π sur 3. Donc pourquoi est-ce qu'il porte un nom? Parce que nous allons le rencontrer très souvent dans nos exercices. I est le complexe, le premier complexe auquel on pense c'est I, mais J est peut-être le suivant qui sert le plus. Ensuite, nous avons exponentielle I 4π sur 3 qui est donc J carré. Exponentielle I 4π sur 3. Mais nous remarquons que c'est également exponentielle de moins I 2π sur 3. Donc c'est aussi J bar. J bar est égal à J2. Et donc nous avons un triangle régulier inscrit dans le cercle unité. C'est donc bien un triangle équilatéral. En rouge, vous avez les racines quatrièmes de l'unité, pour n égale 4, 1, i, moins 1, moins i. Alors 1 est toujours le sommet, puisque 1 puissance n est toujours égal à 1. Donc tous ces polygones ont 1 pour sommet, et puis ensuite on tourne le long du cercle unité de manière régulière. En bleu ciel, en bleu clair, vous avez le cas pour n égale 5, vous voyez que vous avez un pentagone régulier de sommet 1. Et pour finir, en rose, vous avez le cas n égale 6. Un hexagone inscrit dans le cercle unité, là encore avec 1 comme sommet. Et puis cela continue pour 7, 8, etc., etc. Donc il est très important d'avoir ce schéma en tête, d'avoir cette interprétation géométrique en tête. Là encore, quand vous voyez les complexes d'un point de vue géométrique, c'est plus simple pour résoudre les exercices. Passons maintenant à la démonstration du point numéro 2. Prenons un complexe petit t que nous allons écrire sous forme trigonométrique. Donc nous allons écrire que t est égal à r exponentielle iθ avec r strictement positif. Nous allons raisonner par récurrence. T puissance n est égal à 1 est équivalent à r puissance n exponentielle iθ fois n. Il est plus habituel d'écrire nθ est égal à 1. Nous avons donc égalité entre deux complexes, et nous savons que l'égalité entre deux complexes écrits sous forme trigonométrique, puisque 1 c'est 1 fois exponentielle i0, est équivalente à l'égalité entre les modules, r puissance n égale 1, et entre l'égalité modulo 2π, entre les arguments. Alors, puisque r est strictement positif, si r puissance n est égal à 1, nous avons obligatoirement r est égal à 1. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, 1 n'a que une ou deux racines énièmes, soit 1 quand n est impair, soit 1 et moins 1 si n est pair, mais en tout cas 1 est la seule racine énième positive. Et la deuxième ligne va s'écrire, il existe un entier naturel petit k tel que θ est égal à 0 divisé par n plus 2 kπ divisé par n. Cela est donc bien équivalent à dire que il existe un entier k dans z tel que t est égal à exponentielle i de kπ sur n. Nous pouvons donc écrire que un est égal à l'ensemble des exponentielles ei de kπ sur n lorsque k parcourt z. Alors ça n'est pas tout à fait le résultat qui est annoncé dans le théorème, puisque dans l'énoncé du théorème, k ne parcourt pas z en entier, mais seulement les entiers entre 0 et n-1. En fait, ce que nous voyons, c'est que lorsque k va de n en n, 2 kπ sur n, lui, va aller de 2π en 2π.
et une exponentielle modulo 2pi retombe toujours sur ses pattes, entre guillemets. Donc en fait, lorsque nous prenons plusieurs valeurs de k qui ont entre elles un écart qui est un multiple de n, nous obtenons les mêmes exponentielles. Par exemple, si je prends exponentielle, alors prenons l'exemple concret, avec n égale 5, si k est égal à 1, nous allons l'appeler k, oui, et k' est égal à 6, eh bien, exponentielle de i k pi sur n, de k pi sur n, pardon, est égale à exponentielle de i de k' pi sur n, puisque entre k et k' il y a un écart de 5, donc entre 2k pi sur n et 2k' pi sur n, il y a un écart de 2pi, et donc les exponentielles sont égales. C'est pourquoi nous pouvons restreindre l'ensemble que parcourt petit k. Nous aurons le même ensemble un, mais les mêmes complexes ne seront pas redonnés une infinité de fois dans la liste. Donc l'expression ei de k pi sur n, si k est considéré comme une variable, c'est une expression qui est périodique, de période n. Donc pour en obtenir toutes les valeurs, il suffit de prendre pour k n entiers consécutifs. Donc lorsque k prend n valeurs entières consécutives, exponentielle i de k pi sur n prend toutes ces valeurs. En général, les n entiers consécutifs que l'on choisit, c'est de 0 à n-1, comme dans l'énoncé du théorème, mais on pourrait aussi bien choisir les entiers de 1 à n ou de 2 à n plus 1. Alors plus précisément, si k est un entier quelconque, nous allons effectuer sa division euclidienne par n, c'est-à-dire que nous allons écrire k comme un quotient fois n plus un reste, et le reste est compris de manière large entre 0 et n-1. Donc pour tous ceux qui n'auraient pas entendu le vocabulaire de division euclidienne car ils n'auraient pas pris la spécialité maths en terminale, vous savez tout de même le faire. Lorsque vous posez une division à l'ancienne, vous mettez k d'un côté, vous le divisez par n, et bien vous allez ici calculer ce qui va justement donner le quotient. Vous allez avoir toute une série de restes, et à la fin, il vous reste petit r, un élément qui va être strictement plus petit que n, donc inférieur ou égal à n-1. Par exemple, si n est encore égal à 5 et k est égal à 18, alors k est égal à n fois 3, donc 5 fois 3, plus 3. Et ici, donc, ce 3-là, c'est le quotient, celui-ci, c'est le reste. Donc, si je prends une racine énième de l'unité quelconque, qui va s'écrire exponentielle de i de k pi sur n, et que k, je l'ai décomposé comme au-dessus, alors cette racine complexe est aussi exponentielle de i de r pi sur n, plus de pi q. Exponentielle i de pi q est égale à 1, il nous reste exponentielle i de r pi sur n. Donc toutes les racines complexes, énièmes, quelconques, peuvent s'écrire sous la forme exponentielle i de r pi sur n, avec r restreint à 0 et n-1. Donc un est bien égal à cet ensemble, où au lieu de prendre tous les entiers relatifs, nous ne prenons que des entiers entre 0 et n-1. Alors c'est détaillé dans le PDF, je ne le fais pas là, mais lorsque r varie entre 0 et n-1, ces valeurs ici sont 2 à 2 distinctes. Et c'est pourquoi un a bien n éléments. Pour montrer que ces valeurs sont 2 à 2 distinctes, il suffit d'utiliser que lorsque vous prenez deux réels distincts entre 0 et 2pi, alors leurs exponentielles complexes sont également distinctes. Passons maintenant à la démonstration du troisième point. Nous prenons un complexe z non nul. Donc comme je l'ai dit au moment de l'énoncé, si nous posons petit t égale à, alors z, nous l'écrivons comme dans l'énoncé, exponentielle r iθ. Si nous posons z égale à la racine énième réelle de petit r, puisqu'ici r est un réel strictement positif, fois exponentielle iθ sur n, alors nous remarquons que t puissance n est égal à r e iθ, donc à z. Donc nous avons trouvé une racine énième de z. Pour trouver les autres, nous allons raisonner par équivalence. Prenons un complexe U quelconque. Alors, un est égal à z, si et seulement si u puissance n est égal à t puissance n, puisque t puissance n est égal à z. Z n'est pas nul, donc t ne peut pas être nul non plus. Nous pouvons donc diviser toute notre relation par t puissance n, et nous obtenons u sur t égale n. Ainsi,
c'est équivalent à dire que u sur t est une racine énième de l'unité. Or, les racines énièmes de l'unité, nous les connaissons toutes. C'est équivalent à dire qu'il existe k entre 0 et n-1, tel que u sur t est égal à exponentielle i de kpi sur n. Et donc, il existe un k dans 0 n-1, tel que u est égal à t fois exponentielle i de kpi sur n, ce qui est bien ce que nous voulions montrer. Donc pour illustrer cette histoire de périodicité, la première racine cinquième, prenons l'exemple avec n égale 5, la première racine cinquième de l'unité c'est 1 qui est égale à exponentielle i0, puis entre guillemets la seconde c'est exponentielle i de pi sur 5 qui est là. Après nous allons rajouter de racine en racine, nous rajoutons 2pi sur 5. Donc ici nous passons à la première, donc c'est 2pi sur 5 fois 1, ici 2pi sur 5 fois 2, donc exponentielle 4i pi sur 5. Et ici, c'est exponentielle i de pi sur 5 fois 3, c'est-à-dire exponentielle i 6pi sur 5. Donc on rajoute bien 2pi sur 5 à chaque fois, ce qui caractérise bien le fait que si nous prenons l'angle au centre entre deux racines cinquièmes consécutives, ici nous avons bien à chaque fois un angle égal à 2pi sur 5, c'est pour ça que nous avons un pentagone régulier. Donc après, nous allons avoir exponentielle i 8pi sur 5, puis nous passons à exponentielle i 10pi sur 5, mais ça, c'est à nouveau égal à exponentielle i0, donc c'est égal à exponentielle 1. Et puis si l'on continue, ici nous avons exponentielle i 12pi sur 5, et ainsi de suite, mais nous allons sans arrêt retomber sur les mêmes racines. Et puis ça marche dans l'autre sens. Nous pouvons aussi enlever 2pi sur 5 de racine en racine, en tournant cette fois-ci dans le sens inverse du cercle trigo. Donc exponentielle i 8pi sur 5, comme c'est indiqué ici, c'est aussi exponentielle de moins i de pi sur 5. Et cette racine ici, c'est exponentielle 6pi sur 5, mais c'est aussi moins 4i pi sur 5. Et puis celle-ci, nous pourrions aussi l'écrire exponentielle de moins i 6pi sur 5, et ainsi de suite. Donc on voit que lorsque nous prenons tous les exponentiels 2i kpi sur 5 quand k parcourt tous les entiers, eh bien c'est redondant, nous repassons sans arrêt sur les mêmes racines. Si nous ne les prenons que de 0 à ici 4, donc à n-1, mais 4 sur l'exemple que nous avons là. Pour 0, nous avons 1, puis après nous passons à k égale 1, 2, 3, 4, et ça n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors donnons maintenant un exemple de calcul des racines énièmes d'un complexe différent de 1. Par exemple, essayons de déterminer les racines cubiques du complexe z égale à 8 exponentielle i pi sur 2. Bon, on ne va pas prendre pi sur 2, on va prendre pi sur 3. Donc, nous partons d'une racine cubique en prenant la racine cubique du module, donc 2, et en divisant l'argument de z par 3. Donc nous prenons t égale exponentielle 2i pi sur 9. Alors les trois racines cubiques de z, c'est t fois 1, t fois j et t fois j2, parce que 1, j et j2 sont les trois racines cubiques de l'unité. Donc nous partons d'une racine cubique et nous la multiplions par toutes les racines cubiques de l'unité. Ce qui nous donne 2 exponentielles de i pi sur 9. J, je vous rappelle que c'est exponentielle i 2 pi sur 3, donc 6 pi sur 9. Nous obtenons pour la deuxième racine exponentielle i 7 pi sur 9. Et puis 13 pi sur 9 pour la dernière. Là encore, pour passer d'une racine à l'autre, nous rajoutons 2 pi sur 3, donc 6 pi sur 9. C'est un 13, évidemment, j'ai pas écrit 1, je ne sais pas pourquoi. Donc graphiquement, un petit peu à la louche, cela donne cela. Donc si je prends z ici qui a une distance 8 de l'origine avec à la louche à nouveau un angle de pi sur 3 par rapport à l'axe des abscisses, alors t est à une distance 2 de l'origine avec un angle pi sur 9. Et puis ensuite, si je trace le cercle centré en 0 qui passe par t, eh bien sur ce cercle vont se trouver les deux autres racines cubiques de z. Et pour les obtenir, nous pouvons tout simplement tracer le segment qui relie l'origine à t, et nous le faisons tourner d'un angle de 2 pi sur 3,
puisque nous cherchons les racines cubiques. Et cela revient à multiplier t par j. Donc ici, nous avons jt. Et si nous faisons encore tourner dans l'angle de pi sur 3, nous avons ici la troisième racine cubique, j carré fois t. Donc même lorsque les racines cubiques ne sont pas celles de l'unité, ces racines cubiques, ou énièmes d'ailleurs, dans le cas général, lorsque nous les plaçons dans le plan, elles sont toujours sur un même cercle centré en 0, et elles forment toujours un polygone régulier à n côtés. Nous allons finir par 3 formules dans la proposition 2.4.5. Les deux premières sont plus calculatoires, la troisième est très souvent utilisée et simple à retenir. Les deux premières vont faire écho à certains résultats que nous avons vus dans le chapitre sur les produits et les formules classiques, ainsi qu'à quelques résultats sur les polynômes que nous allons admettre. Donc premier résultat, z, quel que soit le complexe z, z puissance n-1 se factorise comme le produit de tous les z moins petit oméga quand petit oméga parcourt l'ensemble de toutes les racines énièmes de l'unité. Nous pouvons donc aussi écrire ce produit pour k allant de 0 à n-1 des z moins exponentielle i de k pi sur n. Maintenant, dans cette écriture, nous voyons que dans le produit qui est là, le terme pour k égale 0, c'est en fait le terme z moins 1. Si nous l'enlevons du produit, donc nous gardons uniquement le produit des z moins oméga quand oméga est une racine énième de l'unité différente de 1, nous obtenons la somme géométrique des z puissance k pour k allant de 0 à n-1. Et puis dernier résultat, marquant, la somme des racines énièmes de l'unité est toujours nulle. La somme des exponentielles i de k pi sur n est nulle. Alors si je reviens un tout petit peu en arrière, sur le schéma sur la page de gauche, lorsque n est pair, le résultat est tout à fait... lorsque n est impair, non pair, c'est ça, le résultat est à peu près évident. Par exemple, si je prends les 4 racines quatrièmes de l'unité, 1, moins 1, i et moins i, on voit que 2 par 2, les racines sont égales au signe près. Donc lorsque nous les additionnons, évidemment, nous avons 0. Un peu moins clair pour l'hexagone en rose, mais tout de même... on voit quand même que 1 et moins 1 vont s'annuler. Et puis nous avons, je vais les entourer ici en orange, nous avons ici une racine sixième de l'unité, et celle qui se trouve ici, c'est moins la première. Lorsque n est pair, et bien finalement, toutes les racines énièmes de l'unité, lorsque l'on les multiplie par moins 1, nous en avons une autre. Donc en les additionnant, cela fait 0. Par contre, lorsque n est impair, c'est beaucoup moins clair. En particulier, par exemple pour le triangle bleu, lorsque n est égal à 3, aucune racine de troisième de l'unité n'a son inverse dans la liste des racines troisièmes. Alors nous voyons tout de même qu'entre j et j carré, les parties imaginaires vont s'annuler en faisant la somme. C'est moins clair pour les parties réelles. Pareil pour l'hexagone, le pentagone en bleu clair. Chaque racine cinquième a sa conjuguée dans la liste, donc les parties imaginaires vont s'annuler en faisant la somme. Mais pour les parties réelles, c'est pas clair que ça va faire 0, mais c'est tout de même vrai. En particulier dans le point numéro 3, pour n égale 3, nous obtenons la relation suivante. 1 plus j plus j2, c'est la somme des 3 racines cubiques de l'unité. Cela est toujours égal à 0, et c'est une égalité que nous utiliserons assez souvent. Alors pour ce qui est de la démonstration, comme je le disais, pour les points 1 et 2, nous allons devoir admettre quelques résultats sur les polynômes. Pour le premier point, nous admettons le résultat suivant, qui va démontrer directement ce point d'ailleurs. Si P est un polynôme, et que nous connaissons toutes ses racines, que nous appelons lambda 1 jusqu'à lambda n, alors ici, pour simplifier, nous allons supposer qu'elles sont 2 à 2 distinctes, qu'elles ne sont pas forcément 2 à 2 distinctes, mais que le degré du polynôme est bien égal à n aussi. Alors, P va se factoriser de la manière suivante. P, ce sera x moins la première racine, fois x moins la deuxième racine, jusqu'à x fois la dernière racine, éventuellement fois une constante. Cette constante, ça n'est rien d'autre que ce que l'on appelle le coefficient dominant du polynôme, c'est-à-dire le coefficient devant le terme de plus haut degré. Donc, par exemple, si vous prenez le polynôme suivant, P égale 2x cube moins 12x2 plus 22x moins 12,
Alors, on remarque, alors évidemment, là, bon, je le sais à l'avance, mais on remarque que 1 est racine, et on peut aussi remarquer que 2 et 3 sont racines. Donc on a un polynôme de degré 3 qui a 3 racines. Il va donc s'écrire comme une constante fois x moins la première racine, x moins la deuxième, x moins la troisième. Quelle est cette constante? Mais vous voyez que si vous développez toute cette partie-là, vous obtenez une fois x cube, or p commence par 2x cube. Donc cette constante, c'est nécessairement 2. Donc, ici, nous appliquons tout simplement ce résultat au polynôme x puissance n moins 1. Quelles sont les racines de p? Z est racine de p, si et seulement si. Z puissance n est égal à 1, c'est-à-dire si et seulement si. Z appartient à un, si et seulement si Z est une racine énième de l'unité. Donc les racines de p, ce sont exactement les n racines énièmes de l'unité, or p de degré n. Donc p va s'écrire comme une constante fois x moins sa première racine, donc 1, x moins la deuxième racine, ei de pi sur n, etc. jusqu'à la dernière racine énième de l'unité, ei 2 fois n-1 pi sur n. Là encore, si nous développons toute la partie avec les grands x, nous obtenons une fois x puissance n. Or, une fois x puissance n, c'est bien le terme dominant de p, donc la constante ici, c'est nécessairement 1. Et en évaluant cette égalité de polynôme en petit z incomplexe, eh bien nous avons exactement le premier résultat de notre proposition. Pour le deuxième résultat, on rappelle que si z est un complexe différent de 1, alors la somme pour k allant de 0 à n-1 des z puissance k, c'est zn-1 sur z-1. Ce qui permet de démontrer une égalité polynomiale, alors je vais passer assez rapidement dessus, mais en tout cas, si toute cette égalité, on la multiplie par z-1, pour tous les complexes différents de 1, nous allons obtenir z-1 fois cette somme est égal à z puissance n-1. Et il se trouve que cette égalité est également valable si z est égal à 1, puisque nous allons obtenir 0 des deux côtés. Or, z puissance n-1, alors ce valable, je vais le déplacer un tout petit peu, ce z puissance n-1, nous venons de démontrer juste avant qu'il était égal au produit de tous les z moins les racines énièmes de l'unité. Or, la première racine énième de l'unité, c'est z-1. Fois donc après le produit pour toutes les racines énièmes de l'unité différentes de 1 des z moins oméga. Il suffit donc de diviser par z-1. Mais alors il y a un problème, parce que si z est égal à 1, z-1 est nul et on ne peut pas diviser par 0. Donc nous pouvons diviser par z-1 quand z est différent de 1, ce qui nous montre l'égalité voulue. Quand z est égal à 1, c'est plus embêtant, alors il y a un argument polynomial qui permet de le faire. Donc je vais aller un tout petit peu vite. On divise par z-1 en faisant bien attention, mais je ne vais pas m'attarder sur ce point-là maintenant. Quant au troisième point, il est simple, puisque lorsque nous écrivons la somme des k allant de 0 à n-1 des exponentielles i de k pi sur n, il suffit de remarquer que le terme sous la somme est à la puissance k. C'est une somme géométrique. Il s'agit de exponentielle i de pi sur n, le tout à la puissance k. Nous pouvons donc utiliser la formule de sommation géométrique. Cela dit, lorsque nous utilisons cette formule, il faut bien regarder si la raison est égale ou pas à 1. Ici, comme n est supérieur ou égal à 2 dans cet énoncé, d'ailleurs s'il était égal à 1, cela poserait problème, mais comme là n est supérieur ou égal à 2, 2pi sur n est strictement compris entre 0 et 2pi, et donc cette exponentielle complexe n'est pas égale à 1. Exponentielle i de pi sur n n'est pas égale à 1. Donc, nous pouvons appliquer cette formule-là. Cette somme, c'est exponentielle i de pi sur n puissance n moins 1 sur ei de pi sur n moins 1. Mais le numérateur est nul puisque exponentielle i de pi est égal à 1, ce qui nous démontre la formule voulue et qui achève cette vidéo.